Oui, euh, on peut juste faire quelques commentaires à partir de ce qui vient d'être dit. Le premier, ce serait pour replacer la question de Guillaumard, c'est-à-dire effectivement les historiens, mais aussi les critiques littéraires, se sont intéressés récemment aux premiers lecteurs. Mais pas le premier lecteur comme membre du public des lecteurs, mais les premiers lecteurs qui sont ceux qui interviennent sur le texte dans le processus qui le transforme en un livre. Et effectivement, ils sont nombreux, anonymes le plus souvent, lorsque les archives restent silencieuses sur leur contribution. Mais le copiste qui met au propre le manuscrit d'auteur pourrait être envoyé à la censure. Éventuellement, les censeurs qui interviennent sur le texte demandent des modifications ou suggèrent des révisions. Les décisions que prend un éditeur pour les périodes sur lesquelles nous travaillons avec Robert Danton, il n'y a pas d'autonomie de la fonction de l'éditeur. Ça peut être un libraire, ça pouvait être un imprimeur, mais néanmoins celui qui décide de financer la publication du livre et qui donc peut décider sur le format, le caractère, la présence des illustrations ou non. Et puis le travail de ceux qui mettent en forme le manuscrit qu'ils ont reçu, manuscrit d'un copiste que l'on appellerait aujourd'hui copy editor ou correcteurs, et aussi les mêmes ou d'autres qui peuvent intervenir sur les épreuves une fois que les ouvriers typographes les ont composées pour qu'elles soient imprimées. Il y a donc une chaîne d'opérations, de lieux, de techniques, de savoir, parfois d'erreurs ou de bévues, qui fait que les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs, mais qu'ils écrivent des textes que cette chaîne d'intervention transforme en un objet imprimé. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est de savoir si dans le monde de l'édition électronique, on retrouverait cette chaîne d'intervention. Et de là peut-être une discussion qui anticiperait sur la distinction souvent mise en avant entre la communication électronique, dans laquelle effectivement l'auteur est en même temps son propre éditeur et en même temps son distributeur, et une édition électronique qui, d'une certaine manière, respecte les mêmes procédures de mise en forme, de transformation du texte pour qu'il soit un objet lisible par le lecteur. On voit donc qu'avant le premier lecteur, au sens du lecteur qui appartient au public de ceux qui ont acheté ou qui ont rencontré le livre, il y a cette série d'interventions dans lesquelles le censeur prend place. Mais comme il vient d'être dit, la censure a des aspects tout à fait spécifiques. Tous les autres contribuent à transformer, proposer, empêcher la signification du texte par leurs différentes interventions. Le censeur a évidemment un rôle plus décisif. Et on peut voir dans les travaux sur la censure soit l'insistance mise sur la contribution, c'est au moins la conscience des censeurs, la contribution à l'amélioration du texte. C'est ce qu'on peut voir dans les rapports des censeurs, par exemple au Portugal, de la Real Mesa Censoria dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ou les censeurs français, lorsqu'on lit les rapports de censure, ou ce que Robert Danton a étudié avec les censeurs anglais ou les censeurs de la feu République démocratique allemande. Je crois qu'il y a ce côté, cet aspect-là, mais il y a aussi un aspect qui peut être plus violemment et plus brutalement répressif. Lorsque vous pensez à la censure imposée par les index, la mise à l'index, la prohibition, l'interdiction de certaines œuvres par l'Église et par l'Inquisition, tout particulièrement, il y a là des mesures très radicales qui seraient celles qui visent à la suppression totale, absolue, de la circulation d'un texte. Et la lecture des index est un document passionnant puisque l'on voit qu'on peut interdire un titre particulier, un ouvrage. On peut interdire ceux qui sont des ouvrages anonymes parce qu'il y a une suspicion de danger. Et surtout, ce qui m'avait toujours frappé, c'est qu'on peut interdire un auteur tout entier. Et lorsqu'il s'agit d'auteurs encore vivants, du même coup d'interdire les livres qu'ils n'ont pas encore écrits mais qu'ils pourraient écrire.
c'est-à-dire cette idée d'une censure d'anticipation de l'écriture à venir, mais qui est caractérisée d'emblée parce qu'elle appartient à un corpus d'un auteur qui est condamnable dans son entier. Et c'est la traduction de ces censures de papier pouvait être de la violence même exercée contre les auteurs, contre les éditeurs, éventuellement contre des lecteurs qui sont emparés de ces ouvrages interdits, et le XVIe ou XVIIe siècle sont marqués par ces condamnations et ces exécutions. Et la question qu'on pourrait poser, c'est qu'en est-il de la censure dans le monde de la communication électronique, dans le monde du réseau, dans le monde du web? Et effectivement, on peut défendre une idée selon laquelle c'est un instrument puissant contre ces censures, puisqu'il y a là une disponibilité plus immédiate, une difficulté à contrôler les communications et les échanges électroniques. En même temps, il serait malheureux de tomber dans un excès d'optimisme. On l'a vu récemment, la censure chinoise, lorsqu'apparaît le moment de l'anniversaire du massacre des étudiants sur la place Tiananmen, peut bloquer tous les moteurs de recherche qui indiquent un mot qui peut être lié avec cet événement. Et donc on retrouverait l'ambivalence peut-être par laquelle on a commencé. Je ne crois pas qu'il y ait un diagnostic uniforme, univoque, que l'on peut porter sur le monde électronique. Il y a chaque fois ambivalence, ambiguïté, tension, indécision. Et dans le cas de la censure, elle est particulièrement illustrée par cette capacité de pouvoir autoritaire ou despotique à la maintenir, même pour une technique qui paraît pouvoir s'y soustraire. Mais en tous les cas, c'est un sujet, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion qui vient d'être faite, c'est un sujet très sérieux qu'il faut considérer dans ses variations historiques et en même temps dans ses dimensions qui sont les mêmes dimensions de celles de l'effacement radical ou de la protection de ce qui serait la liberté de création.